Né à Rimouski, il habite un magnifique vieux moulin de Baie-Saint-Paul depuis 1998. Surnommé le peintre skieur, on le croise souvent sur les pistes du massif avec ses skis comme chevalet. Il est de ceux qui travaillent sur le motif, sur place, devant le paysage. Ce grand amoureux de plein air et de grands espaces a gravi bien des montagnes à travers le Canada à la recherche de points de vue, d'atmosphère, avec en tête l'intention de faire connaître et découvrir la beauté des territoires sauvages, afin de les valoriser et de favoriser leur conservation. C'est avec un grand plaisir que je rencontre aujourd'hui à TVCO ce peintre avec un talent immense, cet artiste accompli qui est Monsieur Jean-François Racine. Bonjour Jean-François. Bonjour Pascal. Contente que tu sois là. Ben, c'est un honneur pour moi. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir d'être là. C'est le fun que tu aies accepté l'invitation. Grand plaisir. J'espère que ça va être le fun pour tout le monde et que les téléspectateurs vont aimer ça pendant 1 heure. On le souhaite. On les souhaite. Sinon, moi, je suis bien curieuse. Ça devrait ça devrait être bien le fun En tout cas, on va faire notre possible. Alors, Jean-François, comme j'ai dit, toi, tu es ici dans Charlevoix depuis 98. Oui. Mais tu viens de Rimouski. Oui, je viens de Rimouski. De quel genre de famille? Ben, en fait, je viens de Rimouski et de Baie-Saint-Paul parce que ma mère est originaire de Baie-Saint-Paul. Ah, pour vrai? Oui. Et mon père est originaire de Rimouski. Ils se sont rencontrés à Québec. Et puis, mon père, il vendait des tableaux sur la rue du Trésor. Puis, ma mère, elle enseignait, en fait, elle étudiait pour devenir infirmière. Et puis, bon, ils sont tombés en amour. Puis, voilà, ils ont fait un bébé. Personne ne savait. Es-tu en train de me dire que ton père est un artiste peintre aussi? Non, parce que quand il a su, en fait, quand sa mère a su qu'il avait mis une femme enceinte, il a été obligé d'aller à l'école. Alors, il s'est inscrit en droit à l'Université de Sherbrooke. Il allait faire son bac. Il est devenu avocat. Il a eu une belle carrière, d'ailleurs. Et je suis bien fier de lui. Il a gagné le prix Robert Sauvé pour un avocat qui s'est donné toute sa vie pour les plus démunis. Ah, ouais, Donc, wow. oui, il y a une belle histoire, mon père. Mais il travaillait sur la rue du Trésor avant de devenir avocat. Oui, c'était pas ses œuvres qu'il vendait, non, c'était celles pas ses œuvres, mais il dessinait là. très bien puis il peignait bien. OK. Ouais, puis, mais il a comme pas eu le choix, c'était pas assez sérieux. Ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ils sont partis. En fait, moi, je suis né à Rivière-du-Loup parce que ma mère est allée, en fait, vivre chez sa sœur les derniers moments de sa grossesse parce que mon père enseignait, en fait, étudiait à Sherbrooke. Et donc, elle est allée accoucher à Rivière-du-Loup. Puis là, par la suite, ils sont allés à Rimouski pour une fin de semaine. Puis mon père a eu une job d'avocat là-bas. Puis finalement, ma mère, ça fait 40 ans qu'elle s'est accrochée les pieds à Rimouski. Alors, c'est pour ça qu'on a grandi à Rimouski. Mais l'été, on venait à Baie-Saint-Paul. Et puis, voilà, on venait voir ma grand-mère, puis mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. OK. Voilà. Eux autres, ils étaient dans quel coin de Saint-Paul? Est-ce que c'était des terres agricoles? Non, c'était sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en fait. OK. Mon grand-père avait un magasin général sur la rue Ah, Saint-Jean-Baptiste. ouais? Oui, juste en face de Ah! la galerie Clarence Gagnon. OK. Donc, qui aujourd'hui est la galerie Guylaine Fournier. Là. Oui, Tout oui, ça, oui, c'était un oui. magasin général qui était là. C'est Ouais, bien fun. ouais, c'est ça. Puis donc, je suis venu beaucoup, même à Noël, tout ça, tu sais, puis j'ai des cousins, des cousines qui ont vécu toute leur vie ici à Baie-Saint-Paul. Donc, il y avait une bonne partie de moi ici aussi. Ouais. Mais oui, j'ai grandi à Rimouski, sur le bord de la mer. Mon père avait fait construire une maison magnifique, en fait, sur le site de l'hôtel Rocher-Blanc, qui avait brûlé. Et donc, c'est ça. J'ai eu la chance de grandir sur le bord de l'eau avec les couchers de soleil tous les soirs, puis faire de la planche à voile en masse. Puis je me prenais, comme sur la photo, je me prenais pour un petit Indien quand j'étais jeune. Je tirais beaucoup d'arcs. J'étais convaincu que j'étais une réincarnation de Geronimo. Puis, c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Puis, j'étais vraiment inspiré. Je vais m'en souvenir de ça. En tout cas, regarde. Mais c'est une enfance heureuse. Ouais, totalement. J'ai toujours eu des chiens, des chats. Écoute, c'était vraiment... Mes parents m'ont vraiment donné un cadre extraordinaire pour grandir. Là. C'était comment chez vous? Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce que tes Oui. parents recevaient? Il y avait beaucoup d'amis? Est-ce que la Oui. famille venait? Oui, ben mes parents étaient des jeunes... un peu hippies, puis ils faisaient des michouis, puis il y avait des gangs, puis c'était les époques des années 75, 78, 80, moi je suis né en 68, là. Ça fait que c'était une autre époque qu'aujourd'hui, totalement. Puis
Écoute, j'ai vécu aussi les années 80 avec le référendum. Puis ça c'est venu beaucoup me chercher. En fait, mon père s'est présenté en 76 pour le Parti Donc là, si je québécois. comprends bien, tu as 12 ans. Ouais, au référendum. 4 ans avant, mon père s'était présenté à l'investiture du Parti québécois en 76 à Rimouski. OK, ton père a fait de la politique aussi. Il n'en a pas fait, malheureusement, parce qu'à l'investiture, par 2 voix, c'est Alain Marcoux qui avait rentré. D'ailleurs, l'évêque avait dit, on a fait une erreur, on a présenté 2 ministres, deux gars ministrables dans le même comté. Dans le même comté, mais c'est ça. Fait qu'Alain Marcoux avait passé l'investiture par 2 voix, puis Alain il a connu une très belle carrière, il était ministre des Affaires municipales, puis après ça, maire de Québec pendant 10 ans, puis après ça, maire de Montréal. Mais quand même, ton père avait du courage, directeur parce que général. c'est un changement de carrière, là, d'avocat. Mais c'était... moi, ce que je ressentais, c'était magnifique parce que c'était pas séparé du Canada. C'était pas... l'idée, c'est pas ça. C'était pas être dans ou en dehors du Canada. C'était pas ça. Moi, ce qui m'allumait vraiment, c'était de construire un pays. C'était de construire une nation. C'était bâtir quelque chose ensemble. Il y avait une telle énergie là-dedans que je trouvais que c'était extraordinaire. Tu sais, comment c'était dynamisant de décider, puis de réfléchir, puis de penser à notre système d'éducation, puis à ce qu'on avait le goût. J'avoue, puis, ça devait être très euphorisant comme énergie. Tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis donc, c'est plus tout ça, moi, qui m'a allumé dans ça. Es-tu en train de me dire que la politique a eu de l'importance dans ta vie? Ben moi, je suis étudiant en sciences politiques. J'ai fait un DEC en art, en graphisme, puis après ça, je suis allé à l'université en sciences politiques. J'ai fait beaucoup de politique étudiante. J'ai fait, oui, beaucoup. Puis, en fait, j'ai décidé par la suite de ne pas faire de politique active parce que c'est extrêmement ingrat. Tu sais, j'ai fait des grandes choses à l'Université Laval, à la CADA, la Confédération de l'Université Laval. J'ai, entre autres, c'est moi qui ai créé Entrepreneuriat Laval, qui a créé plein d'entreprises par la suite. C'était pas compliqué. Il n'y avait pas de fonds des fonds dans lesquels on pouvait partir des jeunes entreprises à l'Université Laval. Et puis, donc, j'ai fait voter en Assemblée générale une cotisation de 50 cents par étudiant par session pour faire des fonds à risque pour des projets étudiants. Ça existe encore. Ah, ouais. Fait qu'il y a un tas de choses comme ça, tu sais, on ne rentre pas là-dedans, mais et ceci dit, après ça, tu sais, l'équipe qui fait de la cabale pour rentrer, après, ils font de la cabale sur ton dos, tu sais, puis tu as fait une bonne job ou pas une bonne job, tu passes pour un 2 de pique, puis le monde te crache dessus, puis c'est difficile, c'est assez ingrat, la politique, très, très ingrat. Et on a compris qu'on changerait le monde, pareil, mais autrement. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait de toute façon par la suite en créant Force à venir, mais bon. On ne rentre pas là-dedans, c'est trop gros. Oui, puis non, ça peut être le fun d'en parler, mais on va revenir aux arts après, ça serait important. Oui, c'est ça, ben oui, tout à fait. Donc, vu... Ben, ça a toujours été, hein, moi, la citoyenneté puis les arts. Puis quand tu regardes ma démarche artistique, tu sais, quand je parle du territoire, puis je parle du territoire sauvage, puis de protéger le territoire, puis c'est pour ça que je le documente, puis, tu sais, ben, ça fait aussi partie, c'est aussi un regard de citoyenneté, puis c'est un regard d'habiter notre territoire, puis de faire attention, puis tout ça, ça fait que c'est un peu ça. Donc, oui, j'ai fait de la politique par la suite, mais en fait, juste pour faire une petite parenthèse sur Force à venir, parce que j'ai quand même été là, j'ai reçu récemment un diplôme des mains de Pauline Marois et puis de François Grégoire, le directeur général, parce qu'après 25 ans de bénévolat, j'étais 10 ans, moi, là, le fondateur. Alors, Force à venir, pour faire vite, allez sur Internet, vous allez voir, là, c'est un organisme à but non lucratif, mais l'idée là-dedans, c'était de promouvoir et de mettre en valeur des jeunes qui font la différence dans leur collectivité, pour qu'on ait des beaux modèles, puis surtout qu'on valorise dans nos milieux d'enseignement la collectivité, la bienveillance, puis le fait qu'on est d'abord et avant tout des citoyens. On n'est pas juste là pour avoir une éducation, faire de la recherche ou faire de l'argent. Donc, c'est vraiment des prix pour des étudiants qui... Aujourd'hui, les 17 universités en font partie, 300 écoles secondaires, puis tout le réseau des cégeps. Et ça, tu en es le fondateur. Je suis fondateur de ça. J'étais 10 ans sur le conseil d'administration avec 6 autres administrateurs avec qui j'avais fait la même gang qu'on avait fait de la politique étudiante à la CADEL ensemble. Est-ce que tu es encore impliqué dans ça? Je suis encore là. Je suis sur le grand jury avec Mme Marois, d'ailleurs, et d'autres, où en fait, on décide des personnalités par excellence. Moi, je suis au premier cycle du secondaire de l'université. Ça va être intéressant. C'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Puis je vous dis que c'est intéressant de voir les immigrants, la couleur que ça prend au Québec.
moi, là, je trouve ça fabuleux, ce qu'on est en train de vivre au Québec. Il y a tellement des belles histoires. Moi, j'ai connu Boucard Diouf à Rimouski quand il est arrivé. Ah ouais? ouais! J'ai connu à la début vingtaine. Là. Puis, tu sais, c'est une belle histoire, Boucard, mais il y en a tellement beaucoup d'autres. Là. Puis, des fois, je trouve qu'on parle un peu d'intolérance quand on parle d'immigration puis tout ça. Puis, en tout cas, bref, on vient de faire fermer la page sur la politique. Mais, donc, mais mon parcours artistique a toujours... tu sais, j'ai peint... Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose d'important que je vais revenir, puis là, tout le monde va comprendre, je vais parler de Bruno Côté, puis que j'ai beaucoup aimé. Oui, vas-y. Puis Bruno, à un moment donné, je peignais dans la rue. C'était un des premiers rêves d'automne que je faisais. Puis je me sentais observé, puis il était en arrière de moi, puis à un moment donné, il me met main sur l'épaule, puis il dit, tu sais, le jeune, il dit, t'es pas mal bon. Il dit, sais-tu que peindre, il dit, c'est comme avoir une belle main d'écriture. Je dis, ah oui, hein? Je dis, ouais, un peu, ouais. Mais il dit, sais-tu que c'est pas parce que tu as une belle main d'écriture que tu écris des choses intelligentes? Là, j'ai dit, t'as mon mot, juste. Là, l'hamster part, tu dis, hey, c'est comment je fais pour te peindre des choses intelligentes? Lui, il vient de me jouer dans le cerveau solide. Ça fait que là, je suis parti après sur des thématiques comme, tu sais, je venais d'avoir le moulin, donc le moulin à vent, les moulins à eau du Québec pendant 3 ans. J'ai fait l'inventaire des moulins. Après ça, je suis retourné sur mes vieux amours qui étaient le ski. Puis là, j'allais skier au Massif, je voyais des tableaux. C'est un peu comme ça qu'est arrivé le Massif. Après ça, les stations du Québec, puis après ça, les stations de l'Alberta puis de la Colombie-Britannique. Là, on va... Mais bon, bref, ça a souvent se repose sur la citoyenneté. C'est toujours le rapport avec mon territoire puis avec les citoyens qui l'habitent. Puis si je comprends bien, là, au début, tu m'as dit que dernièrement, tu as reçu un prix là, pour ton implication, justement. Oui. Donc, ton travail est reconnu. Oui, ben, c'est parce que c'était pour 25 ans de bénévolat. C'est du bénévolat? C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, oui. Ah oui? Comme bien des choses. Mais non, ça fait partie de ma vie. La Fondation québécoise en environnement, si on revient à plus jeune, là, la Fondation québécoise en environnement, puis tout ça. Puis j'ai toujours été impliqué beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça, tu es un gars impliqué. Oui. C'était mon modèle de quand j'étais petit. Oui, ta famille était comme ça. Ben oui, ma mère a été au Parti québécois présidente de Rimouski pendant 20 ans. Puis là, je vais juste mettre une affaire claire, c'est que j'ai habité en Colombie-Britannique pendant 4 ans. Puis là, je ne suis pas souverainiste. Il y a plein de gens qui me mettent une étiquette. J'ai été souverainiste, j'ai voté oui en 95. Aujourd'hui, j'ai vécu 4 ans dans une autre province. Ça change la perspective beaucoup. Je trouve qu'il y a des choses qu'on fait tellement mieux ailleurs, puis qu'on devrait tellement s'inspirer de ce qu'il fait dans le Canada anglais. On a plutôt tendance à copier la France. Mais peut-être que l'idéal est entre les deux. En tout cas, on a le droit de changer d'opinion. On a le droit de changer d'opinion. Oui, c'est ça. Ça fait que là, Jean-François, on va prendre une pause. Oui. On va aller voir une œuvre qui t'a inspiré dans ta carrière, comme homme. Oui. Puis on en reparle après en revenant. Absolument. Alors, Jean-François, c'est une œuvre assez connue. Oui, très, très connue. Je reconnais Dali. J'ai un petit peu hésité d'ailleurs parce que c'était tellement connu comme œuvre. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Puis en fait, il y a tout plein d'œuvres dans ma vie qui ont été importantes. Je me suis arrêté à celle-là pour une raison, en fait. D'ailleurs, le titre, je vais le dire tout de suite avant de l'oublier. C'est la pertinence de la mémoire. La persistance de la mémoire, pardon. La persistance de la mémoire, on l'a toujours appelé les montres molles. Mais de Salvador Dali, évidemment. C'est une œuvre qui m'a le plus marqué dans mes cours d'histoire de l'art au cégep. Puis c'est vraiment une œuvre qui m'a fait flipper, qui va vraiment, par la suite, qui m'a en fait fait découvrir le surréalisme, puis qui m'a permis par la suite de me diriger vers ça. Le début de ma carrière, ça a été beaucoup en surréalisme. C'est une partie de toi qu'on ne connaît pas, ça. On te connaît pour tes paysages, mais moi, je ne te connais pas en tant que surréaliste. Puis tu sais, on parlait de ma vision, puis
puis de mon intérêt à l'écologie, là, je faisais des tableaux, là, c'était l'équilibre entre la Terre et la Lune, là, puis c'était une chaîne d'animaux qui se tenaient toutes, là, tu sais. C'est ça. Puis, ben, en fait, c'est vraiment un artiste qui m'a permis de m'éclater. D'ailleurs, je suis allé en 2013 à son musée à Figueres, en Espagne, voir ça. Ouais. Puis, je savais pas que Dali était joaillier, puis il a fait des bijoux hallucinants. Puis il a fait aussi des œuvres érotiques assez qu'on ne connaît pas du tout, mais qu'on. On connaît toujours les mêmes. Il y a beaucoup de dessins d'observation d'œuvres érotiques. Il y en avait plein. Donc, pour toi, ça a été un maître qui t'a un peu inspiré, si je comprends bien. Ben oui, il m'a comme donné le droit de faire n'importe quoi. Oui, bien, c'est ça. Lui, c'est ça. L'imaginaire avait sa place. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait qu'on le trouvait bien hot. Quand tu as 16-17 ans, comme. Il était comme. Vous aviez raison. Il était très hot. Voilà. Donc, tu dis que tu fais des études en art dès le cégep, à 17 ans déjà. Donc, tu découvres Dali vers 17 ans. Oui, c'est ça. En fait, je suis allé au cégep à Rivière-du-Loup parce que je voulais un peu partir de la maison, je pense. Puis, il donnait graphisme et art à Rivière-du-Loup. En fait, le graphisme, c'était 2 ans de tronc commun en art, puis après ça, tu avais le graphisme. Sauf que moi, j'ai fait le graphisme, puis la dernière année, sont arrivés les ordinateurs. J'ai travaillé 2 ans dans une agence de pub sur un ordinateur, puis je me suis dit, hey, moi, j'aimais l'illustration, là, c'était pas... tu sais, j'étais pas pantoute, là. Ça fait que, là, pour moi, c'était super important dans ma famille qu'on aille à l'université. Okay? Ouais. Puis moi, dans ma tête, je me disais, hey, moi, je vais faire des arts toute ma vie, là. Oui, mais justement, pourquoi tu n'as pas été en art à l'université? Ben là, je venais de faire 3 ans en art, puis là, je vais faire ça toute ma vie. Quand même que j'irai à l'université, je vais aller à l'université faire d'autres choses, tu sais, apprendre d'autres choses. Puis c'est correct parce que dans le fond, je suis allé faire Sciences Po, puis ça m'a fait voir bien d'autres affaires. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est une vision qui est importante dans mon travail. Tu sais, ma compréhension. Ta conscience, oui, puis la compréhension de comment s'articule une société, de toute la relation entre les forces de pouvoir, tu sais, l'administratif, le judiciaire, qu'est-ce que ça marche, tu sais, comment ça fonctionne. Ça doit être utile d'avoir c'est très utile c'est de la culture générale. Ouais, mais c'est très utile. Puis ça m'a fait un beau réseau. En fait, l'université m'a créé un beau réseau parce que je me suis beaucoup impliqué. J'ai fait de la politique étudiante. C'est ça, quand tu as parlé de démarrage d'entreprise, Oui, ben, à travers la politique étudiante, on a créé un tas d'affaires. Mais qu'est-ce qui t'a ramené à la peinture? Bien, j'ai toujours été à la peinture. En fait, j'étais en Sciences Po. Puis j'organisais des 12 heures de création collective. Je mélangeais du monde en droit, du monde en art visuel, puis du monde en... Puis on faisait de la poésie, on faisait des tableaux. Puis je mélangeais des gens de plein de Est-ce que tu es poète à tes heures? Ah, je l'ai été à cette époque-là. J'ai écrit plus, ouais. Mais j'aimais ça mélanger beaucoup. J'ai fait partie de la RAV au début, le regroupement des arts visuels, au tout début, quand ça a créé à Québec. Okay. Mais quand j'ai travaillé, les 2 années où j'ai travaillé dans une agence de publicité, c'était à Rimouski. Et il y avait à Rimouski l'espace F, photo-vidéo. C'était un regroupement de photographes. Puis on avait une galerie dans laquelle on exposait. J'ai fait beaucoup de photographies. Ah oui? Ouais, beaucoup de photographies, noir et blanc à l'époque, tout ça. Après ça, c'est drôle parce que j'étais un jeune graphiste à Rimouski. Il y avait un graphiste à Rimouski que tout le monde connaissait. Tout le monde était pâmé devant ce graphiste-là. Il s'appelait Umberto Pinochet, imagine-toi. Non, c'est pas vrai. Oui. Et moi, je suis arrivé là. Il était prof de photo à Matane. Oui, c'est ça, mais il faisait du graphisme à Rimouski. C'est là que j'ai eu une connaissance d'Umberto. Oui, c'est ça, c'était très drôle. Puis, donc, c'est ça. Puis, voilà. Donc, mais là, si je comprends bien, tu ne sais jamais de peindre. Ça fait vraiment partie de toi. Non, ça fait partie de moi. Tu touches à toutes sortes de types d'art. Oui. Mais c'est à partir de... En fait, j'ai été en 89, la première galerie d'art où j'ai exposé. C'est ça que je voulais savoir. C'est à partir de quand tu t'es professionnalisé? En 1989, première galerie d'art. J'avais terminé mon deck en art. À Rimouski, je peignais et je suis rentré à la galerie Basque à Rimouski. Donc, Basque, c'était un peintre de Rimouski, c'est sa femme qui tenait une galerie. Okay. Et c'était la première galerie où j'ai exposé. Par la suite, quand je suis déménagé à Québec, je suis rentré chez Beauchamp. M. Beauchamp ouvrait sa galerie. C'était sa première galerie. Ses enfants n'étaient pas là. Sa femme, il était tout seul. Il y avait juste le petit coin, son premier petit coin. Et je suis rentré chez Beauchamp. Ça allait très, très bien.
je vendais tout, puis tout ça, mais au même moment, j'ai eu mon fils, là, j'avais 24 ans. Ben oui, J'ai eu Christophe, puis là, ben, c'est sûr que tu as toute la pression du monde qui tu dit, dis que ben tu avais là, quel âge quand tu as eu Christophe? 25. 25 ans. Ouais. Mais tu sais, là, tout le monde me disait, ben là, tu peux pas gagner ta vie avec la peinture. Ben, tu sais, c'est un discours commun. Oui, tout à fait. Ça fait que là, toi, bon, OK, c'est correct, c'est bon. Ça fait que là, à un moment donné, il fallait que je trouve quelque chose. Et là, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de job. Hein? Fallait créer sa job, tout ça. Et moi, comme j'étais très impliqué à l'université, il était arrivé des gens qui cherchaient un entrepreneur à l'université. Donc, ils ont pensé à moi au niveau de... Ils ont dit, Jean-François, il y a des jeunes de Montréal qui partent une compagnie. C'était Éric Boyko, il voulait faire venir les expos là, avec Brofman. En tout cas, bref, c'est un jeune de Montréal qui est extrêmement... Il partait les cartes à gratter. Alors là, j'ai travaillé avec lui un petit peu. Puis là, moi, je disais, hey, les jeunes, ils n'ont pas le goût de faire compléter les cartes. Ça ne marche pas, l'affaire. On dit qu'ils peuvent ramasser 100$, mais quand ils ont ramassé 10$, ils n'ont plus envie. Tout à fait. Alors, la seule idée que j'avais eue, moi, c'était de dire... s'ils complètent leur carte à 100$, parce que moi, je m'occupais des bureaux de Québec, bon, on va leur payer une partie au Colisée de Québec pour aller voir les Nordiques, tu sais. Ça fait que là, en faisant ça, je suis allé voir les Nordiques, j'ai dit, comment vous me faites le billet, tu sais, pour dans les balcons, je vous amène des équipes de hockey, blablabla. Et finalement, ça a tellement marché, j'ai vendu 3000 billets de hockey, tu sais. Alors là, pendant l'été, les Nordiques m'ont approché, m'ont offert une job. Ah, tu as travaillé pour les Nordiques de Québec? Je te jure, j'ai failli t'amener ma carte d'affaires. Ouais, ils m'ont offert une job. Ma job, écoute, c'était l'année d'expansion des Panthères de la Floride. Puis là, c'était plate, des Panthères de la Floride qui débarquent un mardi soir à Québec, là, ou un dimanche après-midi, tu sais. Fait que là, moi, il m'avait dit, toi, ta job, c'est on te donne des games au début de l'année, là, puis là, tu inventes n'importe quoi pour aller chercher 15$ par billet dans les balcons. Tu fais n'importe quoi. Toutes les idées sont bonnes. Fait que, tu sais, genre, une game, je pouvais aller voir toutes les écoles techniques de Québec, puis quand tu passes ton cours de conduite, bien là, tu as une soirée récompense au Colisée. Puis là, on fait un concours entre les cônes, entre la deuxième et la troisième période. Puis là, sur l'écran géant, c'est écrit « Bravo au nouveau conducteur! » En tout cas, hey, j'ai fait venir 6000 moteurs à... déjà beaucoup de créativité, si je comprends bien. Ben oui, c'est ça. Ben oui, la débrouillardise. Oui, mais ça a toujours été ça, moi. J'étais tout le temps créer des affaires, tout le temps. Puis là... à un moment donné, ça m'a joué un tour quand j'ai voulu sauver un vieux moulin à Baie-Saint-Paul. Je pensais pas que ça me prendrait 25 ans. Je veux qu'on aille là. Ouais, là, qu'est-ce qui t'amène à Baie-Saint-Paul? Ben, écoute, ton fils a quel âge? Juste pour faire ça vite, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Là? Pour finir avec les Nordiques, là, vous savez qu'on a vendu l'équipe. Monsieur Aubu m'a donné 3 mois de salaire. En fait, au début, il m'a donné une job chez Remax, puis là, ça m'intéressait pas. J'ai assez fait de détours, je vais avoir du temps pour peindre tout ça. Mais super bonne idée, j'ai décidé de me partir à un restaurant en place. T'sais. Oh, ouais. J'ai un restaurant que j'ai parti qui existe toujours. En fait, j'ai vendu mes parts à mes associés, qui s'appelle le 47e Parallèle. Ben oui, je connais. Ben oui. En fait, en avant, moi, j'ai parti, on était au Château Frontenac. Puis quand j'ai vendu mes parts, les gars, ils ont déménagé à côté du Grand Théâtre. Donc, j'avais 26 ans, j'ai quand même 35 employés, puis un restaurant à l'avant du Château Frontenac, puis un enfant d'1 an et demi. Ça fait que j'avais plus beaucoup de temps de peindre. M. Beauchamp m'appelait et me disait « T'as-tu des tableaux? » Ben là, hey, t'as-tu des tableaux? Genre. Fait que, ben à un moment donné, juste avant de partir le restaurant, entre les deux, j'ai essayé d'acheter le Vieux Moulin. Ça, c'est une belle histoire, le Vieux Moulin. C'est là que tu voulais aller? Oui, je veux qu'on y aille. OK, on va y aller. Alors, moi, je suis avec la maman de Christophe et elle a fait de la poterie, puis moi, je veux faire de la peinture, puis là, on veut revenir à Baie-Saint-Paul, ça va être parfait pour ça. Alors, depuis que je suis tout petit, moi, je viens à Baie-Saint-Paul avec ma mère, puis à chaque année, on va voir la meunière du Vieux Moulin du Ruisseau Michel, qui s'appelle Lucienne Boivin, qui est une cousine de ma mère. Il y avait une relation particulière entre ma mère et Lucienne Boivin. Même si c'était sa cousine, elle était comme 20 ans de plus vieille, tu sais. Puis quand ma mère est décédée, c'était une des plus jeunes, dans le 23 mai. Elle n'est pas décédée. Sinon, ta mère n'est pas décédée. Non, mais quand ma mère est née, pardon. Oui, OK. Alors, et là, c'est un 23 mai, puis là, ma grand-mère n'avait pas le temps d'aller à l'église. Puis dans ce temps-là, il les faisait baptiser tout de suite. Donc là, ils ont demandé à l'employé qui était au magasin, qui se trouvait être Lucienne Boivin, va donc baptiser le petit bébé. Ça fait que Lucienne Boivin est partie à l'église baptiser le petit bébé. Puis quand elle est arrivée, avec ma mère dans les bras, puis elle est arrivée à cogner chez le curé, puis le curé il a demandé, mais comment on va l'appeler? Puis là, elle ne savait pas. Il n'avait pas dit, il disait, allez vite, tout ça. Fait que le curé, il a dit, toi, tu t'appelles comment? Elle dit, je m'appelle Lucienne. Ben, tu sais, sa porteuse, on va l'appeler Lucienne.
Alors, Ta ma mère mère s'appelle s'appelle Lucienne. Lucienne, hein, À je cause de savais ça, pas. oui. Alors, t'imagines-tu que les étés, quand Ah on ouais, venait, vous on alliez allait voir voir Lucienne. Lucienne. Ben, voyons. Et là, moi, je voyais Jean-Marie sortir tout en blanc, tu sais, plein de farine, tu sais, puis là, les poches de farine tout le tour. Puis j'étais haut de même, mais là, moi, c'était comme immense, c'était comme un château de moi. Mais en c'est un pierre, château, là, tu sais. Ça ouais. fait que là, alors, quand j'ai su que Lucienne, Jean-Marie était décédé en 91, puis j'ai su que Lucienne voulait vendre le moulin, j'ai dit, ben, regarde, on va le récupérer, puis on va. Sauf que là, je ne me suis pas entendu avec Lucienne sur le prix. Alors, j'ai parti mon restaurant, puis l'année d'après, Lucienne a décidé de le vendre à ce prix-là. Mais moi, je venais de partir de mon resto. Ah. Ouais. Alors là, ma mère a fait quelque chose d'absolument phénoménal. Elle est partie sur le pouce de Rimouski, elle a pris le bateau. Uh-huh. Ouais, elle a pris le bateau, elle est arrivée chez Lucienne. Mais là, Lucienne a dit, je suis en train de vendre le moulin des gars de Montréal, mais le prix que ton fils m'offrait l'année passée. Alors, ma mère l'a acheté sans m'en parler. Elle est arrivée à Québec. Je suis allé chercher un autobus. Ah, c'est Elle de est arrivée à l'amour, ça. Québec, puis elle est arrivée sur la table, elle a dit, tiens, Ton moulin. ouais, mais là, occupe-toi ça. C'est toi qui s'en occupe. Puis, ouais, tu me le rachèteras. Fait que, écoute, c'était ça le. Ouais, c'est arrivé de même. Ça a changé une C'est vie. vraiment Ça a changé une extraordinaire. vie, ouais. Ça fait que là, t'as Fait que décidé de là, on a vendre loué le le moulin resto. un peu. On a loué le moulin 2 ans, le temps que Oui. je me vire de bord. Puis en 98, on a déménagé à Baie-Saint-Paul. Puis voilà. Puis de fil en aiguille, ben là, avec la maman de Christophe, Annie, elle, ça n'a pas fait. Puis finalement, j'ai rencontré Suzy. Puis Ouais. bon, je me suis installé avec Suzy au moulin. Puis on a essayé de trouver une nouvelle vie à ce vieux moulin-là, finalement, parce que. Ça fait longtemps que tu étais avec ta belle Suzy. Hein? Oui, ça fait longtemps. En fait, ça fait depuis 1999. Ah, Moi. donc ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans. Voilà. Ça fait que ça fait longtemps. Hein? Ouais. Puis on en a fait beaucoup de projets fous ensemble parce que j'ai continué à faire des projets fous après. Ça te ressemble pas Non, du tout, ça. c'est ça, ouais. Donc là, on va prendre la pause, on va aller écouter ta chanson. Ah oui, touche. OK. On revient, Tu veux puis me faire on pleurer? continue ça. Tu l'as choisi. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Ouais, c'est toute une toune que tu as Hein? choisie là. Ben oui, hein? C'est une chanson que j'adore aussi, mais c'est un peu intense. Oui, c'est tellement beau. Ben, en fait, c'est une chanson qui. Ben, d'abord, Jean-Pierre Ferland, moi, quand j'ai entendu, j'allais me coucher là-dessus. Là. Ça fait que ça me rappelle plein de belles choses, plein de beaux moments dans ma chambre d'enfant. Mais tu es un sacré romantique pour avoir choisi ça. Ouais, ben, écoute, je sais que je suis un gars pas reposant. J'ai toujours des projets un peu fous, puis des affaires que. C'est ça. Donc, tu sais, puis on a eu des moments, Suzy et moi, autour des 24 ans, où cette chanson-là est arrivée dans des moments où on en avait vraiment besoin. Ou une chance qu'on savait parce qu'on avait l'impression vraiment que c'était ça, tu sais. Puis c'est arrivé souvent, tu sais, au début au moulin, les jardins secrets du Vieux-Moulin, tu sais, c'était bien beau l'hiver, l'été, en fait, faire des visites touristiques, tout ça, mais on opérait 1 mois et demi, tu sais. Puis c'était difficile parce qu'on avait des assurances à l'année, puis il fallait être commercial, puis on avait des grosses taxes, puis tu sais, je veux dire. Puis là, ben, l'hiver, on manquait d'eau, l'eau gelait. Tu sais, à un moment donné, Antoine Néron m'avait demandé de faire un beau tableau, celui qui a l'hôtel Baie-Saint-Paul encore, là. Puis Antoine, il était venu pour venir le chercher, là. Je me souviens de le voir, là. Suzy était assise à la table avec sa tuque. Puis son titre de skidoo, en train d'éplucher des patates, tu sais. Le poêle, tu sais, ouvert à 350, là, tu sais, les deux assis à côté du poêle, à éplucher des patates avec nos tucs. Essayez d'avoir Hey, un peu Antoine, de il était chaleur. rentré, là, il a dit non, là, ça marche plus, les amis, là, vous sortez d'ici, là. Puis finalement, le lendemain, on était partis, on était allé habiter, passer le reste de l'hiver chez Guy Paquette. Ok. Mais puis aussi, quand on est déménagé dans l'Ouest, tu sais, moi, on est déménagé dans l'Ouest, je te fais une petite parenthèse. Ouais. Je suis nordique au Colorado parce que je parlais pas assez bien en anglais. Ouais, donc ça devait. T'es resté là. Ça fait que moi, quand j'ai vu que là, Christophe, secondaire 2, secondaire 3, OK, tout ça, on va aller peindre les montagnes dans l'Ouest. Puis là, il fallait que j'arrête un peu de peindre parce que j'avais une tendinite à l'épaule. C'est là que je suis allé faire une formation en gestion de station de ski pour apprendre l'anglais.
OK. Pas pour gérer les montagnes de ski, parce que je savais qu'avec ça, je ferais le tour de toutes les stations de ski. Ouais. Je pourrais présenter mon projet de faire, avec Canadian West Ski Area Association, de faire une exposition pour les Olympiques sur les stations de ski du Canada. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Puis, ça a bien marché. Puis là, toute la famille, on est devenu bilingue. Sauf qu'au début, c'était difficile parce que moi, retomber à l'école avec des enfants de 23 ans, quand t'en as 38, 39. Ouais. Ah, ouais, et là, ils que parlaient c'est tout en leur langue, anglais. là. Ben, Moi, c'est j'étais un ça. vieux poche, tu sais, qui parlait même pas leur langue, là, tu Ah, sais. je comprends. Hey, ils se foutaient de moi, là, mais complètement. Puis Suzy, là, elle travaillait comme au service au centre des congrès. Les cuisiniers demandaient au boss de la mettre à la porte parce qu'elle se trompait dans ses commandes, tu sais. Puis je dis, hey, on arrivait chez nous le soir, on braillait. Ah, Puis là, on écoutait Jean-Pierre. une Chance qu'on ça. Puis finalement, ça nous a toujours bien servi. Mais il y a eu des moments où on a eu besoin de la toune. Je comprends. Ouais, je c'est comprends. ça, c'est ça. Ça nous ramenait à nos racines. Donc là, le moulin, si j'ai bien compris, il y a eu beaucoup de réno à y faire. Il y a eu beaucoup de travail à Ouais. y faire. Est-ce que ça, vous êtes passé au travers? Est-ce que présentement, Non. il est à la hauteur de tes rêves, ton moulin? Non. J'aurais pu dépenser 3-4 millions facile là-dessus. En fait, c'est une folie, mais tu sais, on parlait des qualités et des défauts, les défauts et les qualités, tu sais. Je suis quelqu'un qui a toujours vu une envergure, qui a toujours pensé qu'il pouvait faire n'importe quoi. J'ai une confiance en moi absolument absolue. Puis j'ai eu un parcours de vie où j'ai fait des affaires assez exceptionnelles. Mais là, je pense que là, j'ai pogné. Ça m'aurait pris... ça aurait été mieux pour un gars qui avait plusieurs millions d'avant. Tu sais, Monsieur Cabot, Daniel Gauthier, ça va mieux. Mais moi, c'est juste que là, ça fait comme 25 ans, puis je me rends compte que c'est pas fini. Tu sais. Ouais, Ça fait je que... comprends. Mais bon, récemment, là, avec le deuxième étage, ça, on a vu la foudre avait tombé dessus en 99. J'ai refait ça avec M. Savard. Mais il y a eu beaucoup d'autres. Tu sais, il y a eu la toiture, il y a eu. C'est complètement malade, là, tu sais, on l'a refait au complet. Là, tu sais, Là, sécurise-nous, t'as pas froid? non, c'est fini cette époque-là. C'est fini cette époque-là. Non, il est bien isolé, puis on a fait changer les portes, les fenêtres, puis là, c'est ce qu'il y a de l'air aujourd'hui. Là. Il est tellement... Bien évidemment, il y a tous les moulins, les anciens moulins assis à droite qui sont à refaire, plus un petit garage là. Il y a mon atelier, ma grange atelier avec un loft qui est à droite. Ça, c'est fait aussi, mais bon. Ouais. C'est gros. Je te dirais que. Puis il y a toutes les antiquités puis les outils qui vont avec. Parce qu'on s'entend bien. Moi, je l'ai eu de la meunière puis du meunier. Donc, tous les outils sont dedans. Tu sais, c'est ce qu'on n'a pas au Québec. Les vieux moulins qu'on a sont soit restaurés. Donc, aujourd'hui, c'est des courroies en fibre de verre, des godets, des courroies en parce que toi, t'as caoutchouc. vraiment... Tu sais, là, moi, c'est ça qui est intéressant de ce moulin-là. C'est que est c'est un des authentique. seuls qui est authentique puis qui est tout là. Ben Tu sais, oui, le je butoir, la meule. Tu sais, à la Rémy, ils ont bien voulu plusieurs fois m'acheter la meule, tu sais. comprends. Mais si je te vends la meule, je te vends le cœur du moulin, Ouais, tu sais. t'as tellement Puis en plus, ça va raison. me coûter plus cher de réparer le trou que ce que tu m'offres pour. Fait que, donc, voilà. Ouais. Mais ça restera Là, le patrimoine bâti pour le futur. oui, donc merci d'en prendre soin pour le futur. Je veux aussi qu'on parle de toi comme peintre. Hein. Oui. Toi oui. comme peintre qui, c'est ça, a fait le Canada d'est en ouest pour montrer ses montagnes, ses paysages, ses centres de ski, Mhm. avec un souci de le faire connaître puis de le préserver. Oui. Mais aussi, il y a toi en tant qu'artiste qui a rayonné par Rêve d'automne, par les artistes de la Norditude. Je veux que tu me parles de ta vie d'artiste. Ouais, là. OK. Ben oui, tout à fait. Ben, mettons que à partir de 2000, Antoine Néron était directeur de la station, puis je me suis mis à peindre beaucoup au Massif. Avant ça, j'avais peint tous les moulins avant, les moulins en haut du Québec. Après ça, je me suis mis à peindre l'hiver au Massif. Et là, Daniel a acheté la montagne, puis moi, je peignais déjà. Là. En fait, c'est arrivé en 2003 à la Louise. J'étais allé faire des tableaux et du ski. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon chevalet. C'est là que j'ai commencé à utiliser mes skis C'est comme tellement chevalet. génial. Ouais, je m'étais dépanné comme ça. Puis là, par la suite, ça a toujours continué au Massif. J'ai fait ça aussi longtemps. Je me demandais, puis- ton tableau, là, comment tu fais pour le redescendre? Il n'est pas sec. Non, c'est ça. Mais en fait, ça fait comme une aile. Hein? Il se porte tout seul au vent. J'ai juste besoin de le tu mets dans le tenir. dos. Je le tiens comme ça. Puis, ouais.
Puis, à une certaine époque, je faisais exprès un peu, je descendais en dessous des chaises, en dessous des remontées mécaniques dans la bosse avec le tableau, juste pour que ça fasse partie de la patente. Là. Ils vont passer un tableau dans la bosse, full pib. Ouais, là, j'ai plus les genoux pour le faire. Là, mais... Est-ce que tu as la carrière que tu espérais? J'ai dilué beaucoup ma carrière en art avec toutes mes implications, évidemment, c'est bien évident, puis avec le moulin, puis avec tout. Mais oui, j'ai la carrière que je voulais et je me promets, pour ce qui me reste, d'être un peu plus égoïste puis de penser davantage à moi puis à ma peinture. Ça ressemblerait à quoi? Ça. Est-ce que le style va changer? Est-ce que Jean-François s'en va explorer autre chose que... Parler du futur, c'est un petit peu plus difficile. Mais en fait, depuis une dizaine d'années, depuis que je suis revenu de l'Ouest canadien, je suis sorti des stations de ski parce que j'en ai eu moins besoin. Puis je me suis intéressé davantage. En 2012, j'ai eu la chance d'aller faire une exposition au Japon. Et puis quand je suis revenu du Japon, on parlait juste du plan Nord au Québec. Okay? Ouais. Puis moi, je voyais comment est-ce qu'il manquait d'énergie au Japon, puis en Chine, puis partout, puis en Asie. Puis tu avais tout aussi le Trans Mountain dans l'Ouest, la gang du BC qui se battait contre ça. Puis là, nous autres, on parlait de plan Nord, puis là, je me suis intéressé au territoire sauvage, parce que je me suis dit... Ouais. Ça fait que depuis 10 ans, je m'intéresse plus au territoire sauvage. C'est encore c'est pas ça payant qui est ta comme flamme, tableau, là. parce Non. que c'est toujours des grandes aventures qui finissent plus pour aller faire un tableau, tu comprends? C'est sûr que j'ai essayé 4 fois la traversée de Charlevoix. J'ai réussi une fois avec Simon, entre autres, Simon Fortin, puis mon fils Christophe. On l'a fait au complet, mais je l'ai fait 2 fois la demi, 2 fois la traversée de la Gaspésie. Ouais. Alors, Ben, je c'est fais ça, beaucoup t'es de... un sportif, là. T'es Ouais, un- puis je un homme d'aventure. vais fouiner, puis là, je vais travailler cet hiver sur les rivières. Je travaille beaucoup sur les rivières, mais OK. cet été, je vais travailler beaucoup sur les rivières. OK. à Salmon. Donc, c'est encore le paysage, la nature qui t'inspire, là, qui te Ouais. donne encore ton énergie. Oui. Là, on s'en va à ces questions plus personnelles. Je vais commencer par une espèce de petite rafale. Tu me réponds par oui ou non. Ouais. Puis, si j'arrive sur de quoi de trop important, tu as le droit de développer. OK? Mm. Alors, est-ce que tu es un homme sensible, Oui, très sensible. un romantique, Oui, je pense que oui. un joueur de tour? Un peu. Est-ce que tu as le sens de l'humour? Oui. Oui, un bon sens de l'humour. Est-ce que Ouais. tu es rassembleur? Oui, je suis rassembleur. Est-ce que Oui. tu es un bon cuisinier? J'ai été un bon cuisinier. Avec le temps, j'ai passé mon tablier. Ah, ta blonde t'a surpassé! oui, ma blonde m'a surpassé de loin. Est-ce que tu es un conteur, un raconteur d'histoire? Moins que ma blonde, mais des fois un peu. Un musicien? Écoute, je joue de la bombarde puis de la musique à bouche. Ah! Ouais. Ben, c'est quand même ça. Ouais. Un bon danseur? Un petit peu. Un Ouais, pas rêveur? pire. Oui, je suis un grand rêveur, par exemple. Ouais. Ben oui. Mais je Mais- pense qu'il faut être rêveur pour arriver à quelque chose dans la vie, mais c'est ça. J'ai peut-être... Mélancolique? Est-ce qu'on se rend jusque-là? Un petit peu plus depuis 2 ans. Là. Je sens les années rentrer, puis j'ai eu des problèmes de dos, j'ai eu des problèmes avec mes yeux. Mm. Fait que là, à un moment donné, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont malades, j'ai des amis qui partent. Ouais. C'est des années plus difficiles. Je Ouais. comprends. Mm, Est-ce que tu es un gars de confiance? Oui, Oui. oui. Est-ce que tu es ordonné? De plus en plus. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que y a quelque J'aimerais chose- J'aimerais ça, mais j'ai des doutes. Je sais que tu es écologiste, je te le poserai pas. Est-ce que tu es féministe? En fait, je suis plus proche des Amérindiens, moi. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un Ouais, Dieu, ça mais marche. je pense que mais je crois pas aux religions parce que selon moi puis en sciences politiques on apprend assez rapidement que les religions c'est pour manipuler les Mais c'est beau, populations. c'est le retour de Géronimo du Ouais. début. Voilà, On c'est revient ça. On aux revient aux sources. sources. Puis on va pas parler de mes trips à Maliotenam puis à Ouachat, mais en tout cas, oui. Y a-tu un moment vraiment marquant de ta vie qui a tout changé le reste de ta vie? Quand ma mère a débarqué chez nous avec Ah ouais, avec je comprends. Oui, Avec le ça a moulin. changé ma vie. Oui. Le défaut ou la qualité qui t'a le plus nui ou t'a été le plus utile? Je te dirais perfectionniste. Parce que moi, je fais mon travail pour danser en temps. Ouais. J'ai toujours fait mon travail pour dancer en temps. Donc, il t'est Parce plus que utile C'est que... toute une vie,
faire de l'art toute une vie, c'est pas facile. Il faut que tu te concentres, il faut que vraiment que tu gardes le cap. Puis je me suis dit, si à la fin de ma vie, mes affaires portent de la valeur, tout ça, j'ai toujours porté une attention très particulière, là, à la fois au sujet, comme m'avait demandé Bruno, mais aussi beaucoup à la technique, aux produits que j'utilise, à la façon dont je travaille, au vernis que j'utilise, à la qualité des toiles, à la qualité des supports. Je comprends. C'est ça. Puis c'est important. Les galeries ne peuvent pas en parler parce qu'ils ne peuvent pas dévaluer le travail des autres. Donc, tu comprends? C'est comme... Mais ça change tout. À long terme, ça change tout. Mais c'est sûr que ça me fait que je produis beaucoup moins moins vite, moins... Je comprends. Bon, mais bon. Alors, le perfectionnisme, puis c'est comme ça un peu partout. Qu'est-ce qu'on serait vraiment surpris d'apprendre sur toi, qu'on se doute pas? J'ai lâché le hockey pour le patinage artistique. Non, c'est cool! C'est vraiment super! Ouais. Puis, en fait, la raison, c'est parce qu'il fallait que je pratiquais pas assez bon en patin, puis je jouais sur la 4e ligne. Fait que j'ai dit, mon père, il a dit, t'as qu'à ça, tu devrais aller faire du patinage artistique, tu vas apprendre, tu vas être en patin. Patiner, tu vas patiner. L'année prochaine, tu vas être bien meilleur. Je dis, ben, t'as bien raison. Puis, je suis allé en patinage artistique. Il y avait 125 filles, on était 2 gars. Mais là, toutes les belles filles de l'école étaient là. Puis là, en plus, ils voulaient toutes danser avec moi. Je suis resté là. Je comprends. Puis là, on faisait tous les tournois à travers le Québec en partant. Mais là, et on tu était dois juste 2 patiner gars. magnifiquement. Ouais, avec mais quand je élégance. faisais l'arabesque, je sortais la langue. Ça, c'était mon défaut. C'est bizarre, ça, je suis très d'accord. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, mon fils. Je pense qu'on est toujours fiers. Un beau grand gars. Ouais. Nos enfants, c'est une partie de nous-mêmes. Hein. Fait que ça, c'est une grande fierté. Comme je te dis, mon travail, mon œuvre. Ouais, parce que, tu sais, le paysage, on peut bien dire ce qu'on en pense. Bon, des fois, on dit, ouais, c'est pas contemporain, c'est pas actuel, c'est pas à mode. Il en reste pas moins que le paysage. On peut pas ne pas s'émerveiller devant Ben oui, puis c'est une partie de nous-mêmes, c'est Tellement. ce qu'on habite, c'est aussi ce qu'on va en faire, tu sais. Puis... Est-ce que tu as encore un rêve de quoi que tu aimerais vraiment réaliser? C'est une misère. C'est quoi? J'ai pensé beaucoup à cette question-là parce que tu m'avais quand même dit un tuyau là-dessus que tu allais me la poser. Mais j'arrive pas à mettre le doigt là-dessus. En fait, ce qui me revient en tête, c'est toujours que les gens aient accès à un peu de bonheur. Puis que c'est vraiment pour les autres. Parce que moi, je suis comblé, honnêtement. Mais c'est beau, ça. Ouais. Puis ma dernière question, comme je termine toujours l'émission là-dessus, y a-tu un message, une leçon que la vie t'a appris puis qui pourrait me servir? Qui pourrait te servir, ça, je ne sais pas. J'aurais pas cette prétention de savoir ça. Servir... Mais moi, ce qu'elle m'a appris, la vie, m'a donné une leçon d'humilité. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'avais l'impression que la vie, ça durerait tout le temps, puis que je ferais... c'est moi qui déciderais d'où je me rends, puis que je pourrais faire tout ce que je voulais. J'avais vraiment... à quelque part, j'étais vraiment illuminé. Tu avais un gros ego? Pas un gros ego, non. Une grande confiance. C'est beau, ça. Ouais, une grande confiance. Puis j'ai toujours quelqu'un qui a beaucoup entretenu ses relations. Puis toujours eu des grands réseaux. Ça fait que, je sais pas, Puis j'aimais ça mélanger des affaires. Puis, mais la vie m'a appris, c'est ça, avec le temps, là, que, bon, c'est ça, à un moment donné, hein, le temps passe vite. Puis on dit ça rendu à 50, là, avant ça, on a l'impression que... Mais c'est ça. Ça fait que, puis avec les dernières années, j'ai quand même eu un problème de dos assez important. Puis de yeux. J'ai déjà des cataractes à mon âge, à 54 ans. Ça fait partie de mon travail de peintre, ça, de me faire brûler les yeux avec les ultraviolets, là, dans la neige puis dans l'eau. Je comprends. À ne pas mettre de lunettes fumées parce que ça change les couleurs. Ouais. Alors voilà, ça fait que là, j'ai opéré ça, mais oui, voilà. Je te remercie, Jean-François. C'était super agréable. Alors, la vie, elle m'apprend une leçon d'humilité. Ouais. C'est une leçon d'humilité que tu apprends dans la vie. Ouais. Je pense que c'est ça, la vie. Hein? Je pense que c'est ça, la vie. Je pense que ça doit être ça pour tout le monde. Hein? Je pense que c'est ça. On devient des meilleures personnes. Puis... Mais c'est ça. Merci beaucoup, Jean-François. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un beau partage. Puis, bon, j'ai pas pleuré, mais pas long. Ça m'a fait plaisir. Merci.